commencer cette première rencontre intitulée Les policiers dans une époque historique. Donc un bon thème pour ouvrir ce festival, cette troisième édition d'Étranges Grandes, qui monte en puissance. Donc merci d'être là avec nous ce matin pour cette mise à l'honneur du roman policier qui est une littérature de genre qui nous intéresse beaucoup et de laquelle vous êtes peut-être assez familier. Et cet angle du roman policier historique est vraiment une catégorie à part entière. Déjà, le roman historique est une catégorie importante et le roman policier historique a toute sa place là-dedans. Et j'aime toujours rappeler que le roman policier, quelquefois, son nom induit les lecteurs en erreur parce qu'il n'y a pas toujours de policiers dans les romans policiers. Et on pourra le constater en discutant avec vous. Voilà, c'est une grande famille littéraire qui a plein de nuances et de variations. Et on va donc parler surtout avec vous. Après, je vais vous passer la parole. Je vous présente vraiment très brièvement, et j'aime pas trop raconter les livres, parce que je sais qu'en tant que lectrice, je déteste qu'on me raconte les histoires. Je n'aime pas lire la quatrième de couverture. Et il y a des éléments, bien sûr, qui vont m'éviter de dévoiler dans ce genre-là en particulier. Donc, tout au bout, nous sommes avec Éric Foissier, qui a initié une série littéraire avec un personnage récurrent dont on parlera, mais ce tome qui nous intéresse du Bureau des Affaires Occultes est Le Chant Maléfique, où on va quitter un petit peu, en partie, Paris, pour découvrir d'autres territoires. Voilà, c'est une série qui rencontre un grand succès. On pourra parler des traductions aussi, voilà, puisqu'elle est partie à l'étranger également. Et puis Noémie Adélis, on prononce le S. Voilà. Vous êtes arrivé dans la scène littéraire du roman policier récemment avec un premier roman, Le Goût des Ardents, qui s'est fait assez vite repérer. Et puis la suite arrive avec Le Jardin des Anatomistes. Suite, voilà, on verra, il y a des petites variations, mais avec un personnage qui va nous intéresser et une autre époque aussi, on parlera des époques. Et puis Jean-Christophe Porte, vous avez déjà plusieurs ouvrages à votre actif, différentes périodes de l'histoire aussi. Alors, on va essayer de parler un peu de tout, mais il y a notamment le plus récent sorti d'Apocalypse Américain, paru chez Hugo, où là on est dans la période de la Seconde Guerre mondiale, et c'est un livre qui fait suite à Oscar Wagner a disparu, même si vous avez une autre série pendant la Révolution française avec un personnage récurrent qui s'appelle Victor d'Hautelieu. Et quand je me trompe, vous n'hésitez pas parce que je mélange les fois. Donc j'aimerais qu'on commence par cette période, parce que l'histoire de l'humanité est assez vaste et on peut écrire des romans policiers préhistoriques même, ça s'est fait, donc jusqu'à nos jours. À partir on pourrait se demander à partir de quel moment d'ailleurs un roman policier devient historique, on passe dans le passé. Et vous justement, c'est une appétence personnelle pour l'histoire qui a fait ce choix. Comment vous avez choisi l'époque à laquelle vous avez décidé de planter votre ou vos intrigues notamment? Et je ne sais pas avec qui on va commencer, si il y a quelqu'un qui est... Galant ou la dame? C'est la galanterie française. Bonjour. Alors oui, forcément une appétence pour l'histoire. Alors moi j'ai eu la chance de faire des études d'histoire de l'art d'archéologie qui m'ont vraiment beaucoup passionnée. J'ai passé 5 années formidables. J'ai pas du tout eu l'impression de travailler. Et en fait, c'est vrai que l'histoire a toujours été très présente. J'ai toujours lu aussi beaucoup de polars historiques. Et après, concernant la période, j'avais pas forcément une période de prédilection. Moi, à l'époque, j'avais plutôt étudié même le Moyen-Âge, donc plutôt 12e siècle. En fait, ce que j'aime dans l'écriture aussi de romans, c'est que je peux me permettre justement d'aller vers une époque qui m'intrigue à un moment donné, parce que j'ai fait une recherche et que je suis tombée sur un article qui m'a intéressée. Et voilà, 2 ans plus tard, on ne va pas travailler sur le 19e, ensuite retourner vers le Moyen-Âge. C'est vraiment une liberté qui me plaît beaucoup. Alors, pour situer
situer quand même la période dont on parle. Le loup des Ardents commence à une époque et ensuite on fait un bond dans le temps. Comment vous avez géré ça, justement, ce choix-là? Vous n'avez pas eu envie de rester, c'était en 1500, le XVIe siècle, on va dire, pour le premier, vous n'avez pas eu envie d'y rester, il a fallu prolonger? Alors, le loup des Ardents, ça se passe en 1561. J'avais choisi le XVIe siècle parce qu'on parle en fait finalement d'une maladie. Et en fait, si j'ai choisi cette période, c'est parce qu'on ne savait pas encore à quoi elle était due à ce moment-là. Et j'avais envie d'exploiter les superstitions aussi, parler des croyances autour de la maladie. Donc c'est ce qui m'intéressait en fait dans cette période. Et pour le deuxième, finalement, c'est plus l'histoire, finalement. Donc je me suis intéressée au Jardin des Plantes, à l'époque à Paris. Donc à l'époque, on l'appelait le Jardin du Roi. Et en fait, à l'enseignement de chirurgie qu'on y donnait, j'ai trouvé en fait cette période assez fascinante. Et c'est pour ça finalement que j'ai choisi de faire un petit bond dans le temps. Donc effectivement, il y a un lien entre les deux livres, mais ça reste quand même deux histoires indépendantes, effectivement, dans deux contextes très différents. Oui, on parlera des personnages, puisque après l'époque, il y a bien sûr les personnages qui vont l'incarner. Alors peut-être Eric, sur cette série et l'époque là aussi très précise dans l'histoire où ça se déroule, comment c'était ce choix? Alors en fait, moi je choisis toujours des périodes historiques qui sont plutôt des périodes de transition. Donc j'avais écrit une série qui se passe à la Renaissance, qui est par définition la période de transition par excellence. Une autre qui se passait à l'époque des Mérovingiens, pareil, 300 ans d'histoire qui sont souvent un peu ignorés. En général, quand on apprend l'histoire à l'école primaire, on zappe de Clovis à Charlemagne et on zappe tous les Mérovingiens. Et donc là, c'est le règne de Louis-Philippe qui m'intéresse dans cette série, qui est pareil, qui est une époque qui est très, très mal connue, parce que très souvent, on passe de la Révolution, on dit deux mots, l'Empire évidemment, et puis après on dit deux mots de la Restauration, puis on va au Second Empire. Or, le règne de Louis-Philippe, il est intéressant, comme toutes les périodes de transition, parce que c'est souvent là que les choses se mettent en place. C'est souvent des périodes de très grande tension, plus de tension dans les périodes de transition qu'avant, et donc pour placer des romans policiers, des romans à énigmes, des romans d'aventure, les périodes de transition s'y prêtent parfaitement. Et donc là, le règne de Louis-Philippe, par exemple, c'est en fait un moment de basculement de la police. On est au moment où on bascule de la police du flagrant délit, qui était un peu la police du passé, avec un personnage comme Vidocq, qui est un personnage de la série, mais qui incarne plutôt l'ancienne police. On avait été chercher un ancien malfrat pour diriger la sûreté parisienne, parce qu'il pouvait infiltrer le milieu, prendre les gens en flagrant délit. Et là, au début du règne de Louis-Philippe, on va basculer dans la police de la preuve, du fait des progrès scientifiques. Le premier grand traité de médecine légale date de 1830, l'année de l'avènement de Louis-Philippe au pouvoir. Donc moi, c'est ces aspects-là, ces aspects période de transition que je trouve intéressants. Et puis l'histoire, parce que en fait, quand j'étais enfant, mes premiers héros, ça n'a pas été des héros de romans, les premiers héros sérieux, c'est-à-dire quand je suis sorti de la littérature enfantine, les premiers héros, c'était des héros qui sortaient d'histoire. C'était le Chevalier Bayard, c'était Jeanne d'Arc, c'était Hoche, c'était Charette. Et donc du coup, moi j'avais envie, en tant qu'auteur après, de retraduire dans les romans ce que j'avais découvert en découvrant l'histoire à l'école primaire avec ces personnages-là, avec tous ces héros, et puis de redécouvrir cette littérature populaire où l'histoire était très importante. Donc les romans de Dumas, de Zévaco, de Paul Féval, qui est pour moi la littérature qui m'a fait passer de la littérature pour enfants, donc en gros de la bibliothèque rose, bibliothèque verte, et la transition vers la littérature adulte, ça s'est fait à travers tous ces romans populaires, qui étaient des romans historiques en fait. Donc voilà la raison de ce bureau des affaires occultes qui se situe effectivement dans cette période tumultueuse où Paris est dans un climat d'émeute quasiment permanent, et donc où on a une ville qui est en plus très contrastée, parce que c'est avant les travaux d'Haussmann. Donc on a à la fois des très beaux nouveaux quartiers qui se créent, mais le vieux Paris, c'est quasiment le Paris du Moyen-Âge.
Jean-Christophe, alors plusieurs époques aussi. Alors, pour redébuter, moi, la passion d'histoire, je me suis toujours intéressé à l'histoire. J'ai été à l'histoire, j'ai été journaliste pendant 20 ans à peu près. Et en fait, quand on est journaliste, on s'intéresse à l'histoire qui est en cours, qui est sous nos yeux. Donc on essaye de décrypter les enjeux. Et je me suis toujours intéressé aussi à l'histoire du passé pour essayer de comprendre ce qui construit notre vie d'aujourd'hui. Donc ça, c'est pour l'intérêt pour l'histoire qui m'a jamais quitté. Et en fait, quand j'ai commencé à écrire, je lisais à ce moment-là du policier historique. Donc je me suis dit, bon, ça a l'air d'être bien, donc je vais me lancer là-dedans. Après, pour les périodes, c'est un peu comme Eric. Alors, c'est pas des périodes de transition, c'est carrément les périodes de bouleversement. Et il y a deux choses qui sont intéressantes, c'est que dans des périodes de bouleversement et de grands changements, de violence, les enjeux humains sont très forts, et donc de plonger un personnage dans cette période, ça fait forcément un décor avec beaucoup de tensions et beaucoup d'enjeux si on arrive à placer le personnage au cœur des événements. Et puis c'est des périodes aussi qui sont intéressantes à raconter parce que finalement on ne les connaît pas forcément bien, c'est toujours intéressant de remettre en perspective les grands enjeux de la période, de cette période en question. Il y a eu la Révolution, où je me suis vraiment j'ai plongé un personnage au cœur des événements, en fait, en m'arrangeant pour placer l'intrigue dans l'histoire en mouvement. Et puis la deuxième période, avec Apocalypse America, c'est la Deuxième Guerre mondiale, où c'est la même chose. En fait, moi je me suis toujours intéressé à la paix pendant la Deuxième Guerre mondiale, et j'ai toujours eu envie d'avoir un personnage qui participerait à ces choses où tout était trouble et confus en fait. Aujourd'hui ça paraît clair, mais en fait à l'époque ça l'avait été beaucoup moins. Et donc j'ai créé un personnage qui soit mêlé à cette histoire de la paix, quoi, et en ajoutant une personnage d'espionne anglaise qui vient troubler un peu ce jeu, mais qui est aussi quelque chose d'assez réaliste et qui permet en fait de me servir de ce décor tourmenté pour placer des trajectoires de personnages. Donc justement, je voudrais qu'on parle de ces personnages parce que l'histoire, c'est un cadre, les lieux sont aussi importants pour en parler. Enfin, quand on lit un livre, quand même très souvent, les livres qui nous ont marqués tiennent énormément à l'attachement qu'on a pour des personnages, notamment quand ça devient des héros récurrents, on devient presque familier d'eux et on est très attaché à eux. On va parler de Sherlock ce week-end, le jour où Sherlock est mort, c'était un scandale. Donc ces personnages que vous avez plongés dans l'histoire, comment ils sont nés pour vous et comment vous gérez le fait que vous leur faites côtoyer aussi à travers l'histoire des personnages ayant existé. Donc il faut à la fois jouer avec la fiction, donc vous avez toute liberté, et peut-être l'importance d'une authenticité, d'une véracité, d'un respect des faits. Est-ce que vous y sentez tenu d'ailleurs ou pas du tout? Comment vous gérez ces deux registres, et est-ce qu'on s'amuse aussi à faire croiser à ces personnages des véritables personnages ayant existé quand ce sont des grandes figures? Il y a peut-être aussi quelque chose d'assez ludique là-dedans quand on peut croiser Churchill ou d'autres, c'est toujours assez amusant, j'imagine, à faire. Je me lance. Oui, c'est très amusant justement d'avoir ces personnages qu'on a inventés de toutes pièces et qui côtoient des personnages historiques. Alors moi, dans l'anatomiste, c'est le chirurgien Pierre Dionys, qui n'est pas très connu, mais donc, qui a existé, qui est un personnage très fascinant quand on s'intéresse à ce qu'il a publié. Et en fait, c'est vrai que c'était amusant pour moi et assez évident finalement d'intégrer, même si je n'avais pas forcément initialement la démarche d'intégrer des personnages historiques dans mes romans, mais c'est en découvrant ces publications, cette histoire aussi qui est très riche en tension à ce moment-là, parce qu'il est nommé chirurgien alors au Jardin du Roi pour enseigner finalement la circulation du sang à un moment où elle n'est pas encore acceptée par la faculté de médecine, mais donc il est soutenu par le roi. Donc c'est un contexte qui est vraiment riche, qui est fascinant en tension. Donc j'ai vraiment eu envie d'intégrer, et surtout aussi parce que je me suis beaucoup servi de ces écrits pour reconstituer finalement cette période, cet enseignement de chirurgie. Et c'est vrai que c'est un jeu finalement de pouvoir associer. Je pense que c'est un dialogue aussi un peu permanent entre l'imaginaire
ce qu'on a envie de raconter et les recherches qu'on fait en parallèle sur les personnages pour réussir à mélanger tout ça finalement et donner naissance à quelque chose de cohérent. Alors, le lien entre les deux livres, est-ce que ça se situe dans le fait que justement il y a un personnage qui est ce Sébastien de Noaillat qu'on découvre là, qui a j'allais dire un héritier, pas du tout, mais un ancêtre qui était lui dans le premier roman. C'est comme ça que vous avez un peu tissé le fil entre les deux, il fallait qu'il y ait un petit lien familial. Alors en fait, pour la petite histoire, le personnage de Sébastien de Noaillat, qui du coup est un personnage du XVIIe siècle, en fait, initialement il était dans le Loup des Ardents. J'avais fait quelque chose d'un peu trop complexe finalement sur deux périodes. Et quand je l'ai retravaillé avec mon éditrice, on m'a dit bon voilà, c'est un peu compliqué parce que ce personnage il arrive là très rapidement, on s'y attache et puis après on ne le voit plus. Donc il vaudrait mieux enlever. Et voilà, elle avait raison. Hein. Mais c'est vrai que moi c'était difficile pour moi de le mettre au placard. Donc j'ai eu envie aussi de lui donner son histoire à lui, son aventure à lui. Donc c'est ce qui fait que voilà, il y a ce lien finalement entre les deux romans. Alors ce personnage qu'on retrouve, alors qui n'est pas tout seul, parce que dans le roman policier, il y a aussi les duos, toujours Sherlock Holmes et Watson. Donc là, on a Valentin et Aglaé, il y a un homme et une femme elle est aussi très très importante. Dès le début, d'ailleurs, vous saviez que vous vouliez pour cette série un duo. Oui, parce qu'en fait, quand je parlais de période de transition, et que ce sont des périodes souvent très riches, le règne de Louis-Philippe, et ça je l'ai découvert parce que j'avais choisi cette période-là parce que donc, il y avait cet essor de la science et puis ce basculement de la police. Par contre, ce que j'ai découvert, parce que j'ignorais complètement en me documentant, c'est que c'est sous le règne de Louis-Philippe que pour la première fois en France, on va avoir un mouvement féministe qui va vraiment se structurer. Et donc du coup, j'avais envie de rendre compte de ça dans la série, de rendre compte de ce mouvement féministe qui naît en France à ce moment-là. C'est sous Règne de Philippe qu'on aura le premier journal entièrement écrit par des femmes, et donc il me fallait un personnage féminin fort. Et donc je me suis dit que ça serait le pendant du héros, donc c'était Aglaé, qui est l'ancienne actrice du théâtre de boulevard, du théâtre qui était en fait le boulevard du crime, parce que c'était des mélodrames, donc où les actrices mouraient plusieurs fois par soirée. Et donc on a ce duo, et là, alors, dans le dernier roman, Le Chant maléfique, c'est bien, je les ai séparés. En fait, quand vous parliez tout à l'heure de lecteurs qui s'attachent à un personnage récurrent, c'est très intéressant en fait pour le romancier, parce que en fait, quand on a comme ça une série avec un personnage récurrent, il y a un vrai jeu qui commence à s'inscrire avec les lecteurs. C'est-à-dire que le personnage ne vous appartient plus complètement. Les lecteurs se font leur propre idée de ce que doit être la suite de l'évolution, là en l'occurrence de Valentin Verne, de ce que doit être l'évolution de ses relations avec Aglaé. Et ça c'est très intéressant parce que c'est complètement différent, même d'un auteur qui est connu, qui a des lecteurs fidèles, mais qui écrit des one-shots. Parce que donc ces lecteurs ne vont attendre qu'une chose, c'est qu'il écrive un bon roman, que son prochain roman soit bon. Mais ils n'ont pas d'attente particulière par rapport à ce que doit être ce bon roman, ni par rapport à ce que vont devoir être les personnages. Et c'est ça qui est intéressant dans une série, c'est que les lecteurs, là, ont des attentes, se sont fait leur propre idée de ce que va être la suite de l'histoire. Et donc c'est à la fois intéressant, parce qu'avec les réseaux sociaux, du coup, on a les échos de ça. On dit souvent pique-pente des réseaux sociaux, mais c'est un avantage pour l'écrivain, c'est qu'il a un contact assez direct avec son lectorat et qu'il voit ce que les gens attendent, ce qu'ils imaginent être le devenir des héros. Et ça, c'est intéressant pour un romancier de à la fois aller jeter un coup d'œil, mais de jouer avec cette attente pour éventuellement la prendre à contre-pied. Donc moi là, comme je voyais que les lecteurs commençaient à s'attacher beaucoup à ce duo Valentin-Aglaé, j'ai eu envie de les séparer complètement. Et donc dans ce roman-là, il y a deux enquêtes parallèles. Aglaé reste à Paris et mène avec Vidocq une enquête particulière. Et Valentin, lui, se retrouve envoyé en Vendée pour enquêter dans la brume vendéenne, du bocage vendéen sur des meurtres mystérieux.
Et donc on va croiser effectivement plein de personnages historiques. Là, en l'occurrence, on croise des grands chefs vendéens, on croise la duchesse de Berry, on va croiser aussi à Paris un poète connu qui est Félix Arvert. Dans les précédents romans, on croisait déjà Vidocq, on croisait Georges Sand, etc. En fait, c'est intéressant d'avoir ces personnages historiques qui ont vraiment existé, parce que c'est aussi des points d'ancrage qui permettent au lecteur de se situer dans l'époque. Par exemple, au début, quand j'ai commencé à rencontrer des lecteurs autour du Bureau des Affaires occultes, du premier tome, je leur disais pas c'est un roman qui se passe à la monarchie de Juillet, parce que je pense que 4 lecteurs sur 5 n'auraient pas pu situer l'époque. Par contre, quand je dis c'est un roman qui se situe à l'époque de Vidocq, et Vidocq est un des personnages, tout de suite les lecteurs vont avoir une représentation. Vidocq, ça leur parle, même s'ils ne connaissent pas le détail réel de sa vie, ils voient un chapeau de forme, un décor, une redingote, etc. Donc le personnage, c'est à la fois un jeu d'essayer de faire interagir ses propres personnages avec des personnages historiques, et ça c'est intéressant parce que ça double le jeu qui est déjà un roman policier. Un roman policier, c'est toujours un jeu avec le lecteur. On essaye de perdre le lecteur sur des fausses pistes, de le mystifier pour après le récupérer au dernier moment et dire « Ah, en fait c'était ça, tu l'avais devant les yeux depuis le départ mais tu ne l'avais pas vu ». Et en même temps, là du coup, on doute d'un autre jeu qui est ce jeu avec l'histoire réelle, et donc de se glisser dans les interstices de cette histoire réelle. Et ça, je pense que c'est pareil pour Jean-Christophe et pour Denis, c'est vraiment des choses qu'on adore faire comme auteur. C'est un vrai plaisir, c'est une vraie jouissance d'essayer de recréer le personnage. Alors, évidemment, on ne va pas reproduire des phrases qui ont été vraiment dites par ces personnages puisqu'on invente. Mais on essaye, à travers la documentation, de se faire une idée, une représentation de ce qu'est la justesse d'un personnage historique, et on essaie le mieux possible de retraduire son esprit, son caractère dans une situation qu'il n'a pas vraiment vécue. Je sais pas, c'est quelque chose qui m'avait tenu à cœur lorsque j'ai fait ma série, enfin mes deux romans qui se passaient à l'époque des Mérovingiens, parce que j'avais ce personnage, par exemple, de reine qui était Frédégonde, qui, lorsqu'on regarde un peu, avait un peu une aura de sorcière, de femme terrible, etc. Et en fait, le personnage est beaucoup plus nuancé dans la réalité. Donc c'est intéressant, ce jeu d'essayer de redonner une vraie personnalité à des personnages d'autrefois, dont on a parfois une vue déformée du fait de l'imagerie d'Épinal qui se travaille derrière. Si vous avez soif, on a une petite bouteille d'eau. Alors, je vais répondre sur les personnages. Effectivement, ma série que j'ai commencé il y a une dizaine d'années, avec le héros qui s'appelle Victor d'Autry, moi j'ai été très surpris, agréablement, mais surpris quand même de voir que les gens s'attachaient à lui. Comme si c'était un personnage réel en fait, et effectivement il y a une espèce d'attente. Moi je me documente beaucoup, comme vous je pense, et j'ai découvert dans le premier épisode par exemple que le théâtre avait connu un essor extraordinaire au début de la Révolution, parce que le théâtre était libéré. Il était plus sous privilège royal et tout le monde avait le droit d'ouvrir des salles de spectacle. Et j'ai découvert le personnage d'Olympe de Gouges, que je ne connaissais pas tellement. J'ai découvert qu'elle c'était une folle de théâtre, elle était passionnée de théâtre. Et donc je me suis dit, je vais faire rencontrer les deux. Et en fait, c'est devenu un enjeu qui dépasse les enjeux des intrigues criminelles des romans. Et donc c'est vrai que j'ai un tas de lecteurs qui me disent mais tout le monde sait qu'elle a mal fini, et on me dit mais qu'est-ce qui va se passer entre les deux, est-ce qu'ils vont tomber amoureux, est-ce qu'il va réussir à la sauver, voilà. Donc c'est un enjeu qui dépasse vraiment ces intrigues, et donc aujourd'hui dans chacun des romans de cette série il y a vraiment 3 dimensions. C'est l'intrigue en elle-même, mais c'est aussi le rapport de Victor d'Autry avec tous les gens qui l'entourent, qui sont parfois des personnages réels, mais aussi parfois des personnages inventés. Donc ça, c'est vraiment un tiers de l'intrigue, et puis ensuite, il y a le décor historique qui vient derrière. Après, pour la rencontre avec les personnages historiques, c'est vraiment jouissif. Moi, je me documente beaucoup sur les périodes, que ce soit la Révolution ou la Deuxième Guerre mondiale, pour essayer de
deux choses, en fait, c'est d'aller chercher des petits détails qui sont justes et qui ne sont pas dans tous les livres, donc d'aller chercher ses propres détails pour donner un petit peu le sel de l'authenticité en racontant des choses que les gens ne connaissent pas forcément mais qui sont justes. Et puis surtout pour comprendre les grands enjeux en fait, de la période. Et donc là, on arrive à trouver des personnages historiques. Donc pour la Révolution, c'est Lafayette, c'est Danton, c'est Robespierre, c'est le couple royal. Et moi, j'essaye de faire rencontrer d'une manière cohérente mes héros de fiction avec ces personnages réels. Et effectivement, c'est vraiment un moment de bonheur quand on arrive à les faire se rencontrer, parce que l'idée, c'est que le héros, certes, rencontre ces personnes, mais que le lecteur aussi rencontre Danton, rencontre Churchill, enfin voilà, arrive à rencontrer ces gens-là dans quelque chose qui sonne juste en fait. Donc c'est voilà, c'est vraiment un plaisir, j'espère, qui est transmis aux lecteurs. Et avec donc la possibilité aussi qu'on a, qui est souvent un peu incontournable, j'ai l'impression dès qu'on a un duo homme-femme, c'est cette possibilité de romance qui flotte et qui se concrétise ou pas, et on se demande toujours en tant que lecteur, alors... Là, pour Victor d'Autrive et L'Homme de Gouges, c'était vraiment le cas. C'est-à-dire qu'au début, il est tout jeune, il est un petit peu fougueux, donc il tombe un peu amoureux d'elle, ils ont quand même 20 ans d'écart. Et c'est vrai que j'ai joué avec ça pendant plusieurs tomes, en les faisant se rapprocher, en les faisant s'engueuler, en les faisant se rapprocher à nouveau, et puis au fil du temps, Olympe a des positions qui sont très anti-robespierristes et qui la mettent en danger. Il essaye de l'avertir, et puis voilà, ça prend un tour, et c'est vrai que il y a ce jeu qu'on peut totalement inventer, mais qui colle à la réalité du personnage réel qui était Olympe de Gouges, par exemple. Et que vous avez repris finalement, parce qu'il y a aussi un duo, il y a Lydie et Maud les yeux bleus. Voilà, dans les romans qui se passent au moment de la Deuxième Guerre mondiale, c'est un duo qui est très antagoniste, avec deux personnages qui n'ont vraiment rien à voir, puisque l'un c'est un voyou corse qui est proxénète. Donc au début j'avais très peur que les lecteurs et les lectrices ne l'apprécient pas beaucoup, mais finalement il est gentil, très, très au fond de lui il est gentil. Et, il est proxénète, il est bon, il y a un côté de rédemption, voilà, qui se fait jour peu à peu, mais bon, les gens sont attachés à lui, donc voilà, très bien. Et l'autre personnage, c'est une aristocrate qui s'appelle Lydie, qui est d'une haute famille, mais un petit peu déclassée et ruinée, et qui s'est lancée dans l'espionnage en France. Donc évidemment, ils n'ont rien pour se rencontrer, et là encore, il y a aussi un jeu de séduction qui se noue entre les deux. Voilà. Noémie, je voulais qu'on parle un peu de ces crimes que vous mettez en scène dans ce roman. On sait qu'on est dans du roman policier, il va forcément y avoir des crimes, on s'y attend. Mais moi, je suis toujours intéressée aussi dans les périodes historiques. On sait qu'on peut frôler des anachronismes, et quelque part, c'est pas forcément grave, parce qu'on le sait aussi en tant que lecteur, et peu importe tant que ça fait avancer l'histoire. Mais là, j'ai presque envie de dire, on est dans du thriller historique, parce que les meurtres que vous avez décidé de mettre en scène sont quand même particulièrement violents. Moi, ça me va, hein, pas de souci, c'est pas un reproche, mais qui ne sont peut-être pas de cette époque non plus, même si c'était des périodes quand même violentes, hein, forcément. Mais il y a une inspiration du côté du thriller pour vous, en tant que peut-être que lectrice aussi. Comment ça s'est passé ? Alors, une inspiration du thriller, finalement, le thriller, moi, c'est un genre auquel je suis venue un peu tardivement, donc je dirais pas ça. Et c'est vrai que c'est marrant ce retour, parce que j'ai aussi des lecteurs qui pour eux, c'est quelque chose de très gentil et de pas violent du tout, hein, ces crimes-là. Donc c'est vrai qu'en plus, là, c'est le milieu de la chirurgie, donc c'est des opérations clandestines, donc c'est vrai que ça peut faire froid dans le dos. Mais je trouve que avec l'écriture permet quand même d'avoir une certaine distance quand même avec ce qui se passe réellement dans ces ruelles obscures quand même. Mais alors moi, j'ai pas forcément une fascination pour le gore. C'est pas une volonté en tout cas de faire quelque chose de très violent. C'est vrai que quand j'ai découvert, en fait, moi souvent ces idées-là, elles viennent avec les recherches. Et en fait, je suis tombée sur des cours de chirurgie qui ont été publiés au tout début du 18e par Pierre Dionys, qui est un personnage qui apparaît dans le journal des anatomistes.
et donc qui est un manuel en fait à destination des chirurgiens où on explique vraiment très concrètement comment opérer telle opération. Donc, et en même temps c'est assez accessible même pour quelqu'un qui n'est pas chirurgien, donc moi je ne le suis pas du tout. C'est assez rigolo à lire aussi, ça reste accessible. Et en fait, tout ce manuel est découpé en démonstrations. Donc, on va avoir première démonstration, les bandages. Et après, on monte en puissance, on arrive à l'amputation, à la trépanation. Et en fait, en lisant ça, j'ai vu une montée en puissance pour un roman, pour des meurtres qui seraient de plus en plus impressionnants. Et finalement, c'est ce cours de chirurgie qui m'a inspiré ces meurtres qui, du coup, peuvent paraître effectivement assez violents. À quoi ça tient quelquefois. Est-ce que pour vous, la littérature à la fois et le roman policier, du fait de ce qu'il raconte et de ce que vous racontez, est une possibilité d'apprendre autrement que finalement on est tous allés à l'école, quelquefois les cours d'histoire on en a oublié les 3/4, parce qu'on vieillit, parce que ça commence à être loin, et parce que c'est aussi l'enseignement, on a beaucoup de choses à retenir, et qu'à travers des livres comme ça, on s'amuse, il y a beaucoup de choses, mais il y a quelque chose qui peut passer et qui peut être de l'ordre de l'instruction également. Et comment vous l'abordez? Est-ce que vous y pensez quand vous écrivez? Alors, je ne pense pas à l'instruction à proprement parler, mais je pense que les lecteurs de romans historiques, même de policiers qui sont plutôt ancrés dans le réel, ont toujours envie d'apprendre des petites choses. Après, il ne faut pas que ça soit comme ça, il ne faut pas qu'on ait l'impression d'ouvrir Wikipédia et de lire des pages, quoi. Mais c'est vrai que les lecteurs de romans policiers, de romans historiques ont envie de plonger dans l'histoire. Et enfin, moi, dans les salons, très souvent, on me demande mais est-ce que ça s'est vraiment passé comme ça ou pas? Moi, je réponds oui, ça s'est passé comme ça, j'étais là. Non, mais j'essaie de dire que vraiment, j'essaie de me documenter pour que ça ressemble le plus possible et que je dénature pas ce qui s'est passé à l'époque. Il y a beaucoup de lecteurs qui m'ont dit qu'ils auraient bien aimé apprendre la Révolution en lisant mes livres, en fait, parce que ça remet en perspective les enjeux de l'époque, ça replonge des connaissances, ça simplifie un petit peu, ça permet d'apprendre qui étaient les Jacobins, pourquoi est-ce que le roi s'est enfui, enfin des choses assez basiques comme ça, mais qui permettent quand même d'apprendre des petites choses. Dans le dernier livre, je raconte la course à la bombe atomique. Et en fait, en faisant mes recherches, je me suis donc à la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Et en fait, en faisant mes recherches, je me suis aperçu que c'est quelque chose qui avait vraiment existé. Et donc, j'ai décidé de bâtir l'intrigue autour de la course des Américains qui essayent d'empêcher les nazis d'avoir la bombe atomique. Et en fait, tout ce qui est raconté dans le livre, cette traque, elle est complètement authentique. C'est-à-dire que j'ai pratiquement rien inventé. La seule chose que j'ai inventée, c'est les petites astuces qui permettent à mes deux personnages de rentrer dans cette intrigue. Et je pense que ça fait partie du plaisir de lecteur historique à la fin du livre, d'avoir passé un bon moment avec les personnages, d'avoir ressenti la tension du thriller, mais aussi d'avoir appris quelques petites choses sur une époque. Mais c'est pas le but premier. Le but premier, c'est de s'amuser et de voyager dans l'histoire. Enfin, pour moi, c'est comme ça que je construis. Oui, moi je ferai écho à Jean-Christophe. C'est vrai que finalement, on apprend en réalité sans même s'en rendre compte, parce que ce qui compte avant tout, c'est l'intrigue. Donc on est embarqué par une intrigue, on est embarqué par des rebondissements. Il se trouve que comme cette intrigue est située dans le passé, ça nous permet d'apprendre des choses sur le passé. Avec cet avantage par rapport à un livre d'histoire, c'est que le roman oblige à reconstituer la vie quotidienne. Très souvent, quand vous allez lire des livres d'histoire, on va aller, sauf si c'est des livres d'histoire spécifiques sur le mode de vie, etc. Mais en général, on va aller s'intéresser aux faits historiques, aux grands personnages. Quand vous écrivez un roman historique, vous allez rendre compte évidemment de ces grands événements, comme effectivement la Révolution française chez Jean-Christophe, comme la monarchie de Juillet, mais en même temps, vous reconstituez tout le quotidien.
Donc vous allez avoir les bruits de la rue, vous allez avoir les cris des marchands, vous avez les odeurs que vous pouvez sentir dans Paris, avec des tamis à ciel ouvert, la pièvre qui était encore à ciel ouvert et qui servait d'égout. Et en fait, c'est tout ça qui fait que le lecteur sort du livre en sachant mieux ce qu'était la réalité historique d'une période. J'allais dire pas mieux qu'avec un livre d'histoire, mais d'une façon différente, parce qu'il aura les faits historiques, mais il aura aussi le quotidien. Et ça, je pense que c'est une spécificité quand même des lecteurs de polar historique. Les lecteurs qui lisent du polar historique, ils ont envie qu'on ne leur fasse pas prendre des vessies pour des lanternes. C'est très important que la documentation, je dis souvent, pour faire du bon roman historique, il ne faut pas être un auteur feignant. C'est-à-dire que si on se contente d'un vague décor pour planter son histoire, on a toutes les chances d'être anachronique et on va faire passer des vessies pour des lanternes à son lecteur. Donc c'est important d'avoir fait une documentation suffisamment sérieuse et suffisamment en amont du livre pour se l'être complètement appropriée, qu'elle soit un peu transparente dans la lecture et qu'elle imprègne finalement le lecteur sans qu'il, même s'il s'en rend compte, mais ça lui permet de connaître la vérité. Alors évidemment, le fait qu'on écrive un roman oblige parfois à modifier un peu, à prendre quelques petites libertés avec l'histoire. C'est pour ça que dans chacun des romans historiques, on trouve toujours une note à la fin où je signale si j'ai pris une liberté volontairement avec l'histoire. C'est souvent sur des points de détail, des détails chronologiques pour qu'à 2-3 mois après, on puisse faire concorder des choses. Mais c'est toujours signalé dans la note de façon à ce que le lecteur sache que sinon tout restait vrai. Là, par exemple, Valentin se trouve confronté avec la dernière guerre de Vendée, qui s'est limitée à quelques escarmouches sur l'espace de 2 mois. Mais tout ce que je raconte autour de la préparation de cette guerre de Vendée, autour de la duchesse de Berry, de ses faits et gestes, tout ça est exact au détail près, même au détail du déguisement qu'elle porte quand elle est déguisée en petit paysan. Le déguisement que je décris, c'est le déguisement qu'elle avait réellement et qui a été décrit par des contemporains. Donc ça, c'est vraiment important d'aller jusqu'à ce souci du détail. Le lecteur, quand il lit la description, il ne sait pas que c'est le vrai déguisement. Mais pour moi, c'est important que ce soit le vrai déguisement qu'elle avait, effectivement. Voilà. Oui, je suis assez d'accord avec ce qu'ont dit mes camarades. C'est vrai que quand je commence à écrire un roman, je ne me dis pas, qu'est-ce que je vais apprendre au lecteur? C'est vraiment une question qui ne se pose pas. C'est plus, finalement, moi, en ayant fait des recherches, je suis tombée sur des choses qui m'ont intéressée, qui m'ont interpellée, et j'ai envie de les partager. J'ai envie qu'elles servent d'intrigue. Et voilà, j'essaye, en tout cas, l'objectif c'est que le lecteur ne soit pas sorti finalement de l'intrigue et de l'énigme finalement, parce que c'est un polar, par finalement les recherches qui doivent finalement un petit peu disparaître, même si elles ont été très présentes pour nous. Pour qu'on ait vraiment ce côté immersif et avoir cette impression de voyager dans le temps, parce que moi c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup dans le polar historique finalement, c'est d'avoir l'impression de balader dans le Paris du XVIIe, de sentir les odeurs, donc finalement il y a ces descriptions qui finalement nous font apprendre des choses sans qu'on ait l'impression d'apprendre. Donc c'est vraiment ça que j'ai envie de faire. Et puis si le lecteur apprend des choses grâce à ça, moi je suis ravie. Et puis on peut en discuter après, c'est vraiment chouette. Oui, ça peut être un bonus. On dit aussi souvent que le passé nous permet de parler du présent. Dans ces grandes phrases qu'on dit quelquefois, mais qui sont aussi assez justes. On a aussi beaucoup de représentations. Aujourd'hui, on se dit qu'on vit dans un monde violent. Très souvent, on est quand même pas mal environné de faits divers qui certes sont violents. Mais quelquefois, quand on lit justement ce qui se passait à d'autres époques, finalement, et quand on regarde certains chiffres, aujourd'hui, les choses, ça peut rassurer, vont quand même globalement mieux du côté de la violence. Vous avez ça à l'esprit aussi quand vous écrivez, ce va-et-vient entre le passé et le présent, cet écho qu'il peut y avoir avec des faits actuels.
Est-ce que ça s'est quelquefois surgi au cours de l'écriture? Est-ce que le passé dont vous parlez a côtoyé des événements présents ou des questions très très actuelles? Est-ce que ce miroir-là vous parle? Alors, moi j'essaie on ne peut pas s'extraire du moment où on vit, donc on est forcément imprégné, à moins de couper la radio, la télévision, les réseaux sociaux, donc on est forcément imprégné de ce qui se passe autour de nous. Après, c'est vrai que, notamment, alors, pour répondre sur le sujet de la violence, les périodes précédentes étaient plus violentes que la nôtre, clairement. Du temps de la Révolution, il y avait des bagarres, ce n'était pas des bagarres avec des polochons, c'était des bagarres avec des armes, il y avait souvent des blessés, il y avait des morts. Je ne parle pas du temps des Mérovingiens où on avait une succession à coups de hache. Mais oui, la violence se développait plus rapidement. C'est vrai que sous la Révolution, il y avait une grande violence à peu près partout. Après, c'est vrai que moi, je me suis un peu inspiré de ce qui se passe dans l'actualité aujourd'hui. C'est vrai que le mouvement des Gilets jaunes, ça permet de voir à quoi ressemble une foule en colère. Et donc, pour expliquer ce qui se passe, décrire, par exemple, la prise du palais des Tuileries le 10 août, c'est-à-dire la chute de la monarchie, on a des images de ce que ça peut donner, une foule qui a envahi un palais. Bon, là, le 10 août, il y a eu 800 morts. On n'a pas eu ça sous les Gilets jaunes, donc on s'inspire de ce qui se passe autour de nous. Après, c'est vrai que j'ai notamment, alors pas tellement sur la Deuxième Guerre mondiale avec la série Lidiemo, là on n'a pas tellement fait de parallèle avec cette époque et aujourd'hui, mais c'est vrai que sur la Révolution, il y a beaucoup de gens qui m'ont dit que ça résonnait avec la période d'aujourd'hui, sur l'intransigeance de certains leaders politiques, sur le jeu trouble, sur les revirements. Oui, ça peut résonner, mais moi je ne cherche pas spécialement à faire résonner. Mais c'est vrai que, encore une fois, quand on regarde ce qui se passe dans notre Parlement aujourd'hui, on peut avoir une idée de ce qu'étaient les luttes parlementaires à la Convention, avec des gens qui étaient tous arc-boutés sur leur position, et personne ne voulait savoir ce que défendait l'autre. D'ailleurs, ça explique, la Révolution explique un petit peu ce qui se passe aujourd'hui, c'est-à-dire que le but c'est de vaincre l'adversaire, et c'est pas de s'entendre avec l'adversaire. Donc ça explique un petit peu ce passé, et nous éclaire un petit peu sur le présent. Mais moi, quand j'écris, j'essaye pas de faire des ponts, j'essaye pas de créer des mouvements politiques qui n'existaient pas à l'époque, j'essaye pas de changer la sociologie pour faire plaisir aux lecteurs. C'est vrai que la Deuxième Guerre mondiale, c'était une période misogyne, donc j'essaye pas de créer des personnages qui soient féministes avant l'heure. J'essaie de montrer quelle était la condition des femmes à l'époque, et pour la Révolution, c'est exactement la même chose. J'essaie vraiment de plonger le lecteur dans la période, j'essaie pas de faire des ponts. Voilà, je pense qu'on revient à ça, c'est vrai que les lecteurs systématiquement demandent si on s'est documenté, si ça ressemble à ce qu'était l'époque, et moi j'essaie de faire ça parce qu'en tant que lecteur, j'ai pas envie qu'on me balade et qu'on me raconte des choses qui n'étaient pas vraies, j'ai envie qu'on me plonge vraiment dans l'époque, et c'est ce que j'essaye moi de faire, et pas de créer des ponts qui feraient plaisir ou qui feraient pas plaisir. Alors, moi, là où ça joue le parallèle histoire contemporaine et histoire du passé, c'est au moment du choix de la période. Effectivement, de temps en temps, je vais aller choisir des périodes, et la période que je choisis, c'est parce que je me dis, il y a des similarités avec notre époque, et du coup, ça va parler au lecteur. Par exemple, quand j'ai commencé Bureau des Affaires Occultes, c'est ça qui m'a incité à me dire que ce serait une série au long cours, avant même le succès du premier tome, auquel je ne m'attendais pas à un tel succès, mais avant même, je m'étais dit, là, il va falloir que j'ai plusieurs tomes, parce que je m'étais rendu compte que c'était une période qui allait parler au lecteur d'aujourd'hui, et même à un lecteur qui n'aime pas particulièrement l'histoire et qui ne lit pas des romans historiques. Et c'est ce qui s'est passé avec les Bureau des Affaires Occultes. Ça a plu à des gens qui n'avaient jamais lu de romans historiques, à des gens qui n'avaient même jamais lu de romans policiers. Et je pense que c'est parce que, effectivement, c'est une époque où il y a plein de points communs. Voilà, c'est une époque de grande instabilité politique, de grande violence politique aussi. Louis Philippe, en fait, c'est le monarque français qui a subi le plus de tentatives d'assassinat. C'est une période, donc, comme je l'ai dit, où on a
un mouvement féministe qui se structure. C'est une période où on a une grande souffrance des classes travailleuses, manuelles, parce qu'ils vivent moins bien qu'avant la Révolution. C'est le début de la mécanisation du travail, le coût de la main-d'œuvre s'écroule, et c'est ce qui va entraîner par exemple la grande révolte des canuts à Lyon. Donc moi, quand j'ai commencé à réfléchir à la série, c'était effectivement à l'époque des Gilets jaunes, je me suis dit, ça va parler. C'est le moment où la noblesse est supplantée par la haute bourgeoisie au pouvoir, et notamment par les banquiers. On regarde d'où vient notre président actuel, on se dit que voilà, ça parle aussi. Donc c'est là où ça joue. Par contre, je suis comme Jean-Christophe, c'est-à-dire que je pense qu'il ne faut pas faire de l'anachronisme en voulant à tout prix qu'on soit dans l'ère du temps. Par exemple, il y a une chose qui m'avait marqué lorsque j'ai écrit la première trilogie de polar historique qui se passait sous la Renaissance. J'avais eu beaucoup de critiques positives sur les réseaux, etc., et par les blogueurs, et je me rappelle d'une seule critique très négative, qui était la critique sûrement d'une jeune femme très féministe, qui disait « mais c'est pas possible, cette jeune femme Héloïse, à chaque fois qu'il faut se battre, à chaque fois, elle a besoin de recourir au chevalier Bayard, elle ne peut pas se débrouiller toute seule. » Eh ben oui, parce qu'au XVIe siècle, vous ne pouvez pas faire au XVe siècle, et au XVIe siècle, vous ne pouvez pas faire qu'une jeune femme prend son arme et va se battre contre des chevaliers aguerris. On peut pas tricher avec l'histoire. Et du coup, c'est ce qui m'avait inspiré lorsque j'ai fait mon autre duo chez les Mérovingiens. C'est une des raisons aussi qui m'a fait choisir les Mérovingiens. Parce que je me dis, là, je vais pouvoir faire un duo où, quand il va falloir aller au combat, c'est la femme qui va y aller. Parce que dans mon duo de héros à l'époque mérovingienne, le héros masculin, c'est un gallo-romain freluquet qui me cite les anciens textes latins et grecs, mais qui est incapable de se battre. Et puis sa compagne, qui fait une tête de plus que lui, c'est une princesse thuringienne, ancienne esclave chez les Francs. Et chez les Thuringiens, les femmes allaient au combat comme les hommes. Et donc là, du coup, quand il faut se battre, chez les Mérovingiens, c'est elle qui y va. Et c'est pas Arsenius qui, lui, a plutôt tendance à rester ancré, à se planquer. Donc ça, c'est effectivement important de ne pas sacrifier à l'ère du temps. Et c'est d'ailleurs une des difficultés quand on est romancier, qu'on fait du roman historique. Il faut faire très attention à avoir ce recul. D'ailleurs, d'une façon générale, quand on travaille sur l'histoire, je le vois moi, avec mes étudiants en fac de pharma, quand je leur apprends l'histoire de la pharmacie, il faut faire toujours très attention de ne pas juger une période avec notre regard, et c'est difficile à faire, mais avec notre regard d'homme contemporain. Parce qu'on porte sinon des jugements totalement faux sur les gens. Moi, je me souviens que ce qui m'avait fait prendre conscience de ça, de ce décalage qu'on a par rapport à l'histoire, c'est quand un de mes profs d'histoire m'avait fait remarquer que j'étais un contemporain plus proche de Cléopâtre que les bâtisseurs des pyramides. Il m'a dit, vous êtes plus proche de Cléopâtre qu'elle ne l'était des bâtisseurs des pyramides. Ben oui, parce que les pyramides d'Égypte, c'est 4000 ans avant Jésus-Christ. Moi, je suis séparé de Cléopâtre que de 2000 ans, à peu près. Donc, en fait, Cléopâtre est plus notre contemporain qu'elle n'est la contemporain des bâtisseurs de pyramides. Et ça m'a fait tilt, je devais avoir 15 ans à l'époque, et ça m'a fait tilt. Je me suis dit, ah ouais, c'est vrai que quand on regarde l'histoire, en fait, on est paumé en réalité, parce qu'on n'a pas en premier ce premier recul. Et donc ça c'est important quand on écrit effectivement, de plonger le lecteur dans cette période historique en essayant de respecter complètement ce qui pouvait être la mentalité des gens à cette époque-là, comment pouvait se comporter effectivement une femme à cette époque-là, un homme de tel milieu à cette époque-là, et de ne pas en fait se retrouver avec des comportements complètement anachroniques qui ne colleraient pas avec l'époque. C'est intéressant comme question. C'est vrai qu'on ne peut pas se détacher de notre époque à nous, et même le lecteur, quand il découvre un polar historique. Et c'est assez rigolo de voir justement les résonances qui parfois se créent et qui n'ont pas forcément été voulues par l'auteur au départ. Alors moi, par exemple, le Loup des Ardents, on est dans un petit village qui se retrouve coupé du monde après une grosse chute de neige, où on a une maladie qu'on ne connaît pas, qui commence à se répandre.
Et en fait, c'est une sorte de confinement. Et c'est vrai que jamais j'ai voulu forcément faire écho à ce qu'on a vécu au moment du confinement, même si ça m'a permis de beaucoup écrire. Donc c'est assez marrant de voir les parallèles qu'on peut faire. Et c'est vrai que comme mes camarades, je ne cherche pas forcément à créer en fait cette résonance-là par peur de l'anachronisme, comme tu disais. Parce que voilà, on peut vite aussi faire des bêtises et qu'on cherche quand même à avoir, même si on prend quelques libertés, à avoir une reconstitution qui soit fidèle. Il me reste 5 minutes et j'aimerais qu'on profite de cette question de l'histoire pour vous demander, vous, si on vous proposait de monter dans la DeLorean ou la machine à remonter le temps, est-ce qu'il y a une période où vous auriez aimé vivre, vous aimeriez vivre parmi celles sur lesquelles vous écrivez ou une autre, parce que c'est quelquefois un peu de l'ordre du fantasme. Alors il faut peut-être être du bon côté de la barrière aussi, selon les périodes, ça dépend ouf. Mais est-ce qu'il y en a une particulièrement qui vous ferait envie? Je me lance. Je ne dis pas de la Seconde Guerre mondiale, peut-être pas. Non, de la guerre mondiale, je ne pense pas que j'aurais adoré cette période. Non, en fait, franchement, je n'ai pas envie de revivre une autre période. Je suis vraiment dans le présent. Je sais que ça passe très très vite. Et je ne me dis pas que j'aimerais vivre autre chose avec d'autres personnages. C'est vrai que en tant que passionné d'histoire ou de politique, il y a des tas de choses. J'aurais bien aimé voir Jules César, j'aurais bien aimé voir Louis XIV, ou comment ça se passait dans un petit trou de souris au moment de la fuite de Varennes. Enfin, il y a des tas de choses qui m'intéressent, mais comme témoin de le vivre personnellement, très franchement, on n'est pas dans une période si atroce que ça. Donc je préfère être dans la période actuelle. Et j'ai pas spécialement envie de me plonger dans le passé. Après, c'est un voyage. Donc le voyage, il est dans notre passé, il est dans notre histoire. Mais ce voyage-là, c'est un voyage qui est un voyage de l'imaginaire, pour accorder au thème du festival. Mais non, j'ai pas du tout envie de vivre des réalités qui parfois étaient très dures et très violentes, à moins d'être sûr et certain d'être du bon côté de la barrière, mais ce serait pas très sympa pour les autres. Donc non, je me tiens à mon époque, je trouve très bien. Oui, moi c'est un peu pareil. Je pense que ça me plairait bien d'aller voir si j'ai la possibilité de me cacher dans un coin et que personne ne me voit. Juste comme ça pour aller regarder un peu ce qui s'est passé. Mais oui, non, sinon je suis très très bien à notre époque. Je suis un peu comme mon personnage Sébastien qui est un peu anxieux. Voilà, je pense que je suis bien où je suis. C'est des époques qui étaient violentes, donc j'ai pas forcément envie d'aller y faire un tour et vraiment d'y vivre. Et puis c'est vraiment quelque chose, ça me gêne pas du tout de vivre l'histoire comme ça, de façon un peu fantasmée. Ça me convient très bien. Le voyage dans le temps, c'est un grand fantasme de l'être humain quand même depuis très longtemps. Mais quand on regarde les œuvres de fiction qui font référence, en général, ça ne se termine jamais très très bien. Le fait de retourner dans le passé ou d'aller dans le futur. Alors moi j'aime bien cette idée que, éventuellement, en retournant dans le passé, le fait d'être un homme contemporain dans le passé pourrait modifier ce qui va survenir par la suite. Et ça c'est intéressant, c'est des uchronies, c'est là aussi tout un domaine de la littérature d'imagination. Voilà, imaginez, tiens, si le nez de Cléopâtre avait été plus long, ou plus court, qu'est-ce que ça aurait changé? Si j'avais été dans ce gymnase il y a quelques mois ou quelques années, j'aurais pu dire au brave garçon qui a balancé son ballon, non, ne tire pas, tu ne récupéreras jamais ton ballon. Mais il va peut-être tomber sur quelqu'un en fait. Voilà, ça se trouve, il va tomber sur quelqu'un qui va décéder cet après-midi d'avoir reçu son ballon. J'aurais peut-être pu éviter ça en voyageant dans le temps et en disant de ne pas tirer. Donc voilà, donc à part ça, moi je suis très heureux d'être dans notre époque. En plus, j'ai la chance d'avoir d'être comblé pour l'instant de bonheur, à la fois dans ma vie personnelle, dans ma vie professionnelle qui était celle d'être professeur à l'université,
Et aujourd'hui, avec cette nouvelle vie d'auteur, donc non, j'ai pas envie trop de changer, ça me semble bien comme ça. Je trouve que c'est pas mal de finir sur ce fait de se dire qu'on est quand même bien là où on est, parce que quelquefois on se plaint quand même aussi un petit peu, et que finalement, voilà, aujourd'hui tout va pas si mal et on peut trouver un petit peu de quoi se satisfaire. En tout cas, voilà, on a passé un bon moment déjà ensemble, et puis ça va continuer, ça va s'enchaîner, puisque on laisse la place à midi pour d'autres rencontres. Donc merci beaucoup. Vous pouvez retrouver les auteurs, bien sûr, sur la table des librairies, vous faire signer les livres et continuer la discussion aussi. Merci à tous d'avoir été là, et bonne suite de journée et de festival. Merci. Merci.